Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui au bord de la Vesdre. Donc c'est une rivière belge qui est assez connue, surtout pour les gros poissons. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va faire un coup du soir. Donc on va commencer un peu avant le coup du soir, vers 17 h. Donc on aura quand même quelques heures encore un peu plus chaudes. Et puis on espère avoir un coup du soir assez prometteur. Donc on a décidé d'aller sur un morceau de rivière donc, qui est géré par une association de pêcheurs qui s'appelle LRPE. On est tout à l'amont de cette rivière. On va d'abord commencer ici parce que c'est une zone un peu plus ombragée et puis plus tard on ira donc sur une partie plus basse qui normalement tiendra de plus gros poissons. Ici c'est une tête de bassin donc les poissons font entre des alevins et des poissons je veux dire, de 40 pour les plus gros. Et si on a un peu de réussite et que les poissons sont actifs ce soir, eh bien on peut avoir la chance de toucher des poissons plus gros. Voilà, ça c'est bien. Waouh! Ça c'est vraiment un très joli poisson. C'est un poisson qui doit faire à mon avis 35 cm. Et c'est vraiment bien de voir des poissons comme ça parce qu'en fait on est sur une tête de bassin. Et en fait c'est une rivière qui il y a quelques années, il y a à peu près 4 ans, on a eu une très grosse crue historique. Et donc bon là la rivière elle doit être à peu près 1 mètre cube, peut-être un rien plus. Et la rivière est montée de plusieurs mètres. C'est pour vous imaginer, il y avait à mon avis peut-être 4 ou 5 mètres d'eau ici au-dessus du niveau actuel. Et en fait, quasiment toute la région a été emportée, les maisons, enfin tout est parti. Et bon, au niveau de l'impact piscicole, ça a quand même fortement fait du mal à la rivière. Et c'est bien de voir que les efforts des différents gestionnaires tout au long de la rivière portent ses fruits, puisque bon, ça c'est un poisson qui est 100% sauvage, c'est un poisson natif ici de la rivière. Et de voir que de tels poissons sont revenus comme ça. Alors ça c'est certainement un poisson qui a été rescapé de la crue parce que les poissons ne grandissent pas spécialement vite ici. Donc c'est un poisson qui a vécu la crue et qui s'est refait. Mais c'est bien de voir qu'il reste des géniteurs et que précédemment on a repris quand même quelques poissons de taille plus modeste. Donc la rivière s'est vraiment refait une santé. Eh bien, on vient de faire un coup de ligne assez sympa là derrière. Donc c'était un petit poisson qui devait faire à peu près 20 cm, qui était juste à l'amont du rocher là, enfin du caillou en tout cas. Et c'était un coup assez technique. Alors c'était pas le coup du siècle, mais en tout cas c'était un coup qui demandait un minimum de réflexion avant de lancer dessus parce que en fait le poisson était dans le calme et il y a juste avant la vanne de courant qui est le genre de vanne qui a tendance à aspirer votre bas de ligne et donc à faire draguer vos mouches. Bon, une fois que ça drague sur les poissons comme ça sauvages, c'est pas l'idéal du tout. Donc il fallait au moment du lancer faire ce qu'on appelle écraser un peu le lancer de manière à faire... Bon, le fil n'était du coup pas tendu, il était un peu écrasé et ça a donné un peu plus de temps à la dérive pour que la mouche passe proprement devant le poisson et qu'il la prenne de manière correcte. Parce que si simplement on lance tendu, au moment où ça touche l'eau, le courant aspire votre mouche et elle ne pêche pas. Donc je vais essayer de vous le remontrer à la caméra. Donc en fait le fait de l'écraser, c'est vraiment venir la poser comme ceci. Et vous voyez la mouche dérive naturellement. Donc en fait il faut vraiment... bon là je lance un peu trop loin, mais il faut vraiment calculer l'endroit où la mouche va tomber et vraiment écraser tout comme ceci.
Et donc là, vous voyez, la mouche, elle passe tout à fait naturellement, jusqu'à maintenant où là, elle est partie dans le goulot. Mais il faut vraiment, au moment du poser, vraiment venir comme ceci, écraser, bon là c'est un peu trop, mais écraser vraiment le tout, de manière à ce que la mouche puisse dériver naturellement. Bon. C'est un poisson que j'ai dû légèrement faire sauter parce que bon, il y avait un arbre là devant moi émergé. Et en fait, ça c'est un cas de figure où l'eau passe assez lentement et où il faut vraiment poser vraiment très détendu parce que c'est une petite rivière, mais il y a quand même des micro-courants qui se font un peu dans tous les sens. Et si vous avez trop de tension au moment où votre mouche arrive sur l'eau, après quelques centimètres de dérive, votre mouche va draguer. Et ici, c'était important de la faire dériver le plus longtemps possible parce que je fais ce qu'on appelle communément pêcher l'eau, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de gobage. Je fais monter des poissons, donc je pêche en prospectant les postes qui me semblent propices pour tenir une ou plusieurs truites et elles montent ou ne montent pas parce que bon, des poissons, il y en a plein sur le morceau ici, mais on est en après-midi, il fait très chaud. Enfin, très chaud, il fait quand même assez chaud. Il n'y a pas d'insectes qui sortent, mais il y a quelques poissons qui montent quand on les sollicite. Et donc, c'est important de pouvoir faire les dérives les plus longues possibles pour solliciter le plus de poissons possible. Ce n'est pas une pêche où on voit des gobages, où il faut vraiment lancer dessus, à part celui juste là avant que je vous ai expliqué. Mais en tout cas, de manière générale, il n'y a pas de gobage. Et donc, je dois prospecter le plus d'eau possible pour essayer de faire monter un poisson. Lorsque vous pêchez en sèche, un des problèmes principaux, c'est d'arriver à avoir une mouche qui flotte bien. Et donc pour ce faire, il y a des produits hydrophobes sur le commerce qui fonctionnent très bien. Mais une fois que votre mouche est tout à fait mouillée, comme c'est mon cas ici, parce que vous avez pris un poisson ou parce que vous avez pêché avec, un des meilleurs outils, c'est simplement cet élastique. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai toujours des élastiques, enfin beaucoup de pêcheurs ont des élastiques avec eux sur l'eau. Alors souvent les débutants se demandent qu'est-ce qu'on fait avec des élastiques. En fait c'est très simple. Ça sert en fait à sécher la mouche. Alors il y a une façon de bien le faire parce que par exemple moi ici je pêche avec une pointe qui est en 9 centièmes, donc c'est un film qui est assez fin et beaucoup de pêcheurs simplement mettent la mouche comme ceci et font cela. En fait il y a deux problèmes. Le premier c'est que vous mettez trop de tension dans votre fil et vous ne donnez pas assez de vibrations. Le but de l'élastique c'est de donner vraiment des vibrations à la mouche pour que toute l'eau s'évacue. En fait la bonne façon de le faire c'est de coincer vos 4 doigts dans l'élastique et simplement avec votre pouce de venir jouer avec l'élastique pour évacuer toute l'eau. Et il faut juste donner un minimum de tension à la ligne pour que la mouche reste tendue, mais pas plus parce qu'avec des fils de fin diamètre, simplement vous allez casser si vous tendez trop le fil. Au niveau des mouches qu'on va utiliser, je vais probablement utiliser principalement 2 modèles. Dans le passé, j'ai pêché quelques fois ici, donc la rivière ne doit pas avoir changé beaucoup. On ne voit pas d'insectes sortir, mais ce qui sortait principalement, à chaque fois où je venais, c'était ce
qu'on appelle des plécoptères ou des perles de couleur noire et de taille 16. Donc c'est des mouches assez fines. Alors bon, maintenant il n'y a pas de gobage, donc si ça gobe, je mettrai cette mouche-là. Maintenant le problème que je vais avoir, c'est qu'il y a une mauvaise luminosité, donc je vais certainement avoir très mal. Et c'est des mouches qui ne se voient pas bien. Donc je mettrai ça sur gobage et en pêchant l'eau, je vais simplement mettre une mouche claire. Les poissons vont certainement gober dessus, simplement parce qu'on leur propose une mouche et qu'ils vont monter la chercher. C'est des petits poissons qui sont assez jouettes, donc le but ça va être de les inciter à monter. Donc je vais mettre probablement une mouche claire, hameçon de 16, un peu plus volumineuse, et une sourd-gobage, une mouche noire très fine qui sera hameçon de 16 ou 18. Je viens d'avoir un beau refus. Donc la mouche que j'avais pour pêcher les zones avec un peu plus de courant, elle fonctionnait très bien. Bon, elle était plus claire et elle me permettait de bien la voir. Maintenant ici, le poste n'est pas du tout le même, hein, c'est vraiment un plat. Et donc ma mouche, à mon avis, était trop volumineuse et elle ne correspondait pas à ce qu'il mange. Donc je vais passer sur une mouche plus petite. Et en fait, c'est une imitation de plécoptère en taille 18. Eh bien, le changement de mouche était probablement judicieux, parce que bon, après être passé 3 fois sur le poisson avec la mouche précédente sans réaction, cette fois-ci au premier passage, le poisson est dessus. Donc en fait, ici c'était un poisson qui était attablé, puisque je l'ai vu gober. C'est un beau poisson qui doit faire 26-27 cm. En fait, il était juste attablé là, il a gobé quelques fois, mais en passant dessus avec ma mouche claire, ça ne l'intéressait pas. Et en fait, j'ai un modèle plus petit et beaucoup plus sombre, mais qui flotte plus bas sur l'eau. Et là, il a directement pris. Au niveau du matériel qu'on a utilisé, j'ai fait un ensemble qui est assez haut de gamme, dans le sens où c'est une canne XO, une soie XO et un moulinet XO. Alors pourquoi j'ai pris ces cannes-là? Parce que au niveau de la pêche en sèche, c'est vraiment un ensemble qui me plaît beaucoup. Alors la canne, c'est une 9 pieds soie de 4. Alors j'ai pris une soie de 4, pourquoi une 4, pas une 3 ou pas une 5? Parce qu'en fait c'est l'ensemble qui sera le plus polyvalent. Ici on a pêché une tête de bassin avec des petits poissons qui faisaient entre 15 et 30 cm. Et la canne a vraiment répondu à mes attentes, dans le sens où elle était précise, où j'ai pas décroché de poissons de plus petite taille, ce qui est souvent un des problèmes avec des cannes de soie 4 et 5, c'est que les petits poissons les décrochent. Ici j'ai simplement pas décroché un seul poisson, donc elle a vraiment, grâce à son sillon un peu plus souple, vraiment permis de simplement de ne pas décrocher ces petits poissons. Au niveau de la soie, alors j'ai pris la nouvelle soie XO comme je vous le disais. Alors à savoir qu'il y en a 3 modèles différents. Il y a une 85, une 110 et une 150. La différence réside dans la longueur de la tête de lancer. Donc plus la tête de lancer sera courte, plus la soie va charger rapidement votre canne. Plus la tête est longue, plus il faudra sortir de soie pour la charger, mais plus le posé sera délicat. Alors sur une petite rivière comme ici, la taille 110 me semblait un juste milieu, puisque j'avais pas toujours beaucoup de place pour lancer, donc il fallait quand même quelque chose qui se charge en sortant 2, 3, 4 mètres de soie. Et le posé était vraiment très doux, donc ça a répondu totalement à mes attentes. Alors la différence qu'il y a par rapport aux autres soies, c'est que comme c'est une soie plus haut de gamme, eh bien le revêtement de celle-ci sera un peu plus souple, glissera un peu mieux dans les anneaux, flottera un peu plus haut, donc elle aura pas mal de petits ingrédients en plus qui permettront d'avoir quelque chose de vraiment le plus abouti possible. Au niveau du moulinet, eh bien c'est un XO Click. Donc c'est un moulinet qui a un frein simplement qui est avec un clic. L'avantage c'est que c'est plus léger qu'un frein à disque. Alors disque ou clic, ça dépend simplement de la canne que vous utilisez
et également de la taille des poissons que vous allez pêcher. Bon, moi ici je pêche principalement des poissons qui ne sont pas très grands, donc j'ai pas besoin d'avoir un frein qui est exceptionnel. Et même plus bas, si je touche un poisson un peu plus joli, le clip fera largement le travail. En tout cas, l'ensemble me permet d'avoir quelque chose de vraiment très équilibré. Et pour ce qui est du bas de ligne, donc de la pointe de la soie jusqu'à la mouche, j'utilise comme dans toutes les vidéos précédentes le Nano Mono. En fait, c'est un nylon que j'aime beaucoup parce que je fais l'entièreté de mon bas de ligne avec et la pointe également, ce qui me permet d'avoir quelque chose qui, en fait, à partir du moment où je le lance, et enfin, où je le pose, le fil a exactement la même énergie, puisqu'on ne change pas de nylon, et ça me permet d'avoir vraiment quelque chose de très fluide au niveau des lancers et des posés. Si vous avez des questions quant à la formation de ce bas de ligne, je vous renvoie dans une vidéo précédente qu'on avait réalisée, où on avait décortiqué les différentes tailles de bas de ligne à faire et comment les réaliser. Bon, c'est pas le monstre de la journée, mais en tout cas c'était chouette parce que c'était un coup assez technique. En fait, tout ce qui est comme ça, les amont de courant, c'est souvent un peu plus compliqué à pêcher parce qu'il faut bien calculer où se positionner et où lancer. Parce qu'en fait, le gros problème, c'est que souvent, on a tendance à très vite draguer parce que en fait, le sillon, enfin, la plupart du temps, vous vous positionnez trop à l'aval du poste. Bon, ici, le poisson, je l'ai pris à 3 mètres de moi, donc je ne l'ai pas effrayé. Vous voyez que le fait de s'approcher n'a pas été un souci. Et bien souvent, on le pêche de trop bas. Et donc, en fait, directement, les mouches draguent parce qu'elles sont emportées par le courant. Là, le poisson, il était 50-60 cm au-dessus de la zone où ça a commencé à s'accélérer. Donc, ce qui voulait dire qu'en fait, il fallait idéalement s'en approcher le plus possible pour avoir le moins possible l'effet de courant qui va tirer sur la mouche et la faire draguer. Alors maintenant, pour le plat, je vais laisser la même mouche, mais je vais passer une taille en dessous. Donc je vais passer sur une mouche hameçon de 18 parce que la mouche va passer beaucoup plus lentement devant le poisson et que c'est mieux d'avoir quelque chose d'un peu plus discret. Là, dans les courants, j'étais avec une mouche taille 16, mais un peu assez dodue. Là, je vais mettre la même mouche, mais en beaucoup plus fine et une taille en dessous. Parce qu'il y a 2 poissons que j'ai vu gober, qui ne sont pas des poissons faciles à prendre, et je vais essayer d'y aller tout en finesse. Alors il y a un autre poisson qui est à mon avis 1,50 m plus haut, qui ne doit pas être plus grand et qui ne va pas être facile non plus à attraper. Voilà. Et là, décroché. Alors, bon là le poisson, je viens de le décrocher, donc je l'ai piqué mais j'ai décroché. En fait, c'est simplement parce que j'ai pas été assez bon. J'avais des tout petits dragages dans ma mouche et il a pris mais il a mal pris. Donc en fait c'est un poisson qui a bougé, il a bougé un tout petit peu, donc il s'est déplacé parfois de 30 cm et donc j'ai lancé sur l'endroit qui me semblait le plus opportun, mais j'ai dû laisser dériver sur quand même une distance plus ou moins longue, qui était un peu de chose près d'1 mètre, mais sur une dérive très courte, sur un lancer court c'est beaucoup 1 mètre, et en fait il a pris donc à la fin de ma dérive, et je l'ai ferré, mais il y avait quelques, on va dire, des interférences dans ma dérive, et donc il a mal pris et je l'ai raté. Maintenant je vais essayer de pêcher toute la partie ici, donc l'amont du barrage. Sur des postes comme celui-ci, donc à savoir des grands lisses, il y a un élément qui est très important dans votre ensemble, c'est la soie.
Donc il y en a une multitude de soies disponibles sur le marché, à un point qu'il est même parfois compliqué de s'y retrouver tellement il y en a. Alors ce qui pour moi est très important, c'est d'avoir une soie avec une pointe qui soit assez longue et fine, de manière à pouvoir être assez délicat au niveau du posé. Parce que si un poisson va gober ici devant moi, j'aurai pas 10 chances, j'aurai une voire 2 chances, mais ce sera tout. Donc si ma soie arrive de manière trop agressive sur l'eau, je vais directement caler mon poisson. Donc il faut avoir quelque chose qui est ce qu'on appelle le belly, donc c'est le ventre de la soie qui soit suffisamment épais, bon, sans être dans l'exagération, mais suffisamment épais que pour charger votre canne. Par contre, avoir une pointe qui soit assez longue et fine pour vraiment se poser de manière très délicate. Pour le moment, je fais donc ce qu'on appelle pêcher l'eau. Donc pêcher l'eau, c'est quoi? C'est simplement lancer, donc présenter sa mouche en absence de gobage. Donc là, par exemple, il n'y a pas d'activité. Eh bien, je vais malgré tout pêcher le plat. Donc je vais lancer ma mouche à différents endroits en espérant faire gober un poisson. Maintenant, on ne lance pas sa mouche n'importe où. Parce qu'il y a quand même des postes qui sont plus propices que d'autres, même si c'est un plat. Par exemple, là, je vois que là, il y a une touffe de renoncule. Là, il y a un caillou un peu immergé qui semble sympa. Là, il y a une branche. Et donc, c'est sur tous ces postes-là où je vais faire passer ma mouche en espérant faire monter un poisson. Donc, il y aura certainement sur tous les postes dont je vous parle des poissons qui sont dessus, mais qui ne sont pas actifs pour le moment, ce qui n'empêche pas d'éventuellement venir gober ma mouche. Donc, je vais sur chaque poste essayer de faire passer ma mouche 1 à 2, voire 3 fois maximum, et puis passer de poste en poste comme ça en espérant faire gober une truite. Un des trucs que je trouve vraiment très cool moi sur la pêche des rivières comme ceci, donc à savoir des têtes de bassin, c'est qu'on fait beaucoup de poissons. Alors la plupart du temps, c'est pas des monstres. Bon là, c'est un poisson qui fait une vingtaine de centimètres. Donc pour la plupart des pêcheurs, c'est un petit poisson. Maintenant, je trouve que dans les conditions qu'on a actuellement au moment où on tourne la vidéo, c'est-à-dire qu'on est en été, qu'il n'a pas plu depuis un moment, que les eaux sont, comme vous le voyez, assez basses. Les eaux ont tendance à se réchauffer plus bas, donc on laisse, sur les parties aval, on laisse les poissons tranquilles. On pêche l'amont où les eaux restent malgré tout assez fraîches et où il y a quand même encore un peu d'eau. Et en fait, ça permet de pouvoir pêcher pas mal de poissons. Alors, ils ont le même comportement que des poissons de taille beaucoup plus importante, c'est-à-dire que si la dérive n'est pas bonne, ils ne prennent pas. Il faut vraiment que tout soit juste, que tout soit bon, et ça permet de faire beaucoup de poissons, ou en tout cas plus de poissons que si on va spécifiquement traquer des gros poissons. Je vais essayer de refaire un autre poisson parce que le poste, en fait, c'est une ligne de bulles blanches. Donc c'est une vanne nourricière, on va dire ça comme ça. C'est par là en fait que tous les poissons qui se nourrissent vont se mettre dedans. Donc j'ai fait un poisson sur le bas, donc c'est une vanne qui fait à peu près 5 mètres. Donc j'ai commencé par le bas, je vais essayer de la remonter jusque la tête. Et j'espère refaire peut-être un ou l'autre poisson dans cette même vanne. Ce qui montre que vous pêchez juste,
c'est quand, quand tout est vraiment juste, c'est quand le poisson a vraiment bien pris la mouche et qu'il faut presque limite une pince pour aller rechercher la mouche. Bon là ça passe tout juste, sans pince. Mais en fait, ce qui montre vraiment que la dérive est bien réussie et de bonne qualité, c'est que le poisson a vraiment bien engamé la mouche. Et une fois que vous en ratez, vous les ramenez, vous les décrochez, ou alors elles sont vraiment prises en bord de gueule, c'est que souvent il y a quelque chose qui ne va pas dans votre dérive. Alors ça correspond vraiment à ce que j'expliquais avant. Donc en pêchant l'eau, je continue toujours de pêcher l'eau, mais il faut vraiment viser des postes. Si vous voyez, là devant moi, il y a 3 renoncules. Eh bien, j'ai d'abord pêché chacune des renoncules du côté gauche, du côté droit. Et puis après, une fois que j'ai pêché, j'ai longé chaque fois toute la renoncule, parce qu'un poisson, on peut en sortir et venir gober la mouche. Après, j'ai pêché la tête de la renoncule, et par exemple, ce poisson-ci, eh bien, sortait de la tête de la 3e renoncule. Et donc, il a fallu méticuleusement pêcher chacune des plantes pour voir si des poissons s'y trouvaient. Alors on n'est pas sur un soir avec un pic d'activité qui est énorme, alors on fait des poissons, je prends régulièrement des poissons, mais il faut vraiment aller les chercher, il faut regarder où ils se trouvent, chaque fois bien présenter la mouche, et ça paye puisqu'on fait quand même pas mal de poissons, mais sur des soirs comme ça où ça ne gobe pas, vous voyez qu'on fait monter des poissons, mais il y a un peu une recette pour savoir comment les faire, donc il faut vraiment que vous pêchiez juste sur chaque poste. Comme lorsque vous pêchez en nymphe, donc ce que je vous expliquais dans une vidéo précédente, où le positionnement a beaucoup d'importance, dans la sèche c'est la même chose. Par exemple, vous voyez le tas de crasse là qui est devant moi, eh bien d'ici je ne sais pas le pêcher proprement. Alors la partie gauche oui, mais le devant de la crasse, si je le pêche d'ici, directement, premièrement je vais draguer, et puis si j'ai un poisson il va rentrer dedans, je vais le perdre. Donc en fait il y a aussi le placement qui est très important dans la sèche. Par exemple ce tas de crasse là, je vais devoir remonter le long de la berge et le pêcher depuis plus haut pour à la limite être un peu en amont du poste et présenter ma mouche aval de manière à pouvoir sortir le poisson du poste si j'en attrape un. Alors, je vais encore rechanger de mouche. Donc, en fait, ce qui me motive à changer de mouche, c'est que bon, je réattaque de nouveau une zone plus lente. Donc, plus bas, j'avais une mouche un peu plus volumineuse puisque je pêchais dans les zones avec un tout petit peu plus de courant. Donc, je préfère avoir quelque chose d'un peu plus grand. Et aussi, il y avait un gros contre-jour qui faisait que je voyais vraiment très mal. Donc, c'était compliqué pour moi de voir ma mouche. Donc, le fait d'avoir quelque chose d'un peu plus grand m'a pas empêché de prendre des poissons et a permis de pêcher plus confortablement. Par contre ici, j'ai un tout petit peu plus de lumière et en fait j'ai l'impression qu'une mouche montée sur un hameçon courbe sera un peu mieux. Donc la mouche va se mettre un peu plus dans la pellicule de l'eau. Et je vais faire l'essai ici parce qu'il y a 2 poissons qui gobent. Et donc je vais voir si ça donne de meilleurs résultats, mais je pense que ça pourrait être très bien. Alors ce poisson ici, il montre un truc très important, c'est que sur ce plat, en fait j'ai pas bougé les pieds, donc je pense qu'il y a moyen de faire plusieurs poissons, mais en fait il faut vraiment être très discret parce que le poisson, j'ai d'abord pris un autre poisson avant, et sans bouger en fait le poisson est venu se remettre à gober devant moi, un autre poisson, donc ce qui montre que je suis suffisamment discret parce que le poisson il a gobé à 3 mètres de moi. Et ça c'est un des points très importants quand vous pêchez des plats. Comme ça, c'est de ne surtout pas courir dessus parce que c'est la plus grosse erreur. Il faut vraiment être très calme sur des plats.
eh bien, je vais profiter de ce poisson un peu plus joli pour clôturer la session ici. Parce que la nuit va tomber et que le temps est occupé un peu à se gâter. Donc j'espère qu'on aura le temps d'aller sur le deuxième morceau dont je vous ai parlé. Si pas parce que la météo s'est gâtée, eh bien, je vous donnerai directement rendez-vous dans le showroom pour le montage des mouches. Mais en tout cas, on va essayer d'aller très rapidement sur l'autre morceau pour essayer d'attaquer donc ces plus belles truites dont je vous ai parlé. Donc on vient de changer de spot et comme je vous l'expliquais juste avant, je vais assez rapidement parce que le temps se gâte vraiment, donc la nuit va tomber mais surtout la météo se lève et je pense qu'on va avoir un orage. Donc on est rapidement arrivé sur le poste, j'ai vu un poisson qui gobait que j'ai directement pêché. Maintenant j'espère qu'on aura suffisamment de temps que pour attaquer un second voire un troisième et surtout en fait que les beaux poissons vont sortir, j'espère. Bon, ça va se jouer sur quelques minutes, hein, puisque je pense qu'il y a une grosse drache qui va arriver. Et comme on est sur vraiment une prairie, et s'il y a de l'orage, je vais arrêter directement. Mais il est possible qu'avant l'orage, il y ait quelques beaux poissons qui se mettent en activité. Donc on va rester attendre et voir ce qui se passe. Nous allons passer au montage des mouches. Donc comme vous l'avez compris, le coup du soir ne s'est pas passé comme prévu. On a changé de poste, on est allé un petit peu plus bas sur une partie plus lente. Maintenant les conditions météo se sont gâtées et puis les poissons ne sont simplement pas sortis. Donc ça fait partie du coup du soir. Certains soirs ils sortent et ça bouillonne de partout et certains soirs ça ne bouge pas. Donc là on était sur un soir où il n'y avait pas beaucoup d'activité. Ce qui est assez dommage parce qu'on aurait pu se confronter et certainement vous montrer les très gros poissons de la Vesdre. Donc c'est une rivière qui est très connue pour ça. Maintenant c'est probablement partie remise. Il est temps de passer au niveau du montage des mouches et donc je vais vous montrer 5 modèles de mouches sèches qui sont assez passe-partout. On va commencer par une éphémère, donc un modèle assez basique. C'est probablement la mouche la plus polyvalente au niveau des éphémères que l'on va utiliser. Donc je vais vous la montrer, c'est très simple, c'est une oreille de lièvre avec 2 ailes en cul de canard. Pour la première mouche qu'on va réaliser, donc je vais utiliser un hameçon mouche sèche, donc c'est le TE15 dans leur en taille 14. Ici j'ai fait une taille volontairement un peu plus grande pour qu'à la vidéo vous voyez mieux les détails de la mouche. C'est à vous d'adapter les tailles en fonction des insectes que vous avez. Donc en général vous irez pour les plus grandes tailles du 12 jusqu'au 18 voire le 20 si vous avez des toutes petites mouches. Alors c'est une mouche assez simple, donc l'hameçon comme je disais c'est un hameçon de taille 14. La soie de montage c'est une taille 8-0 en uni. Alors j'ai pris une couleur noire. Pour les cercles donc je vais utiliser du coq de Léon. Je vais prélever sur une plume quelques fibres de manière à faire des cercles. Je viens poser mes cercles sur la hampe de l'hameçon. Et je ne vais pas jusqu'au bout parce qu'en fait je vais venir ajouter un brin de tincelle perle. Donc j'ai pris le plus fin qui est la taille 16 et je viens attacher mon brin de tincelle comme ceci. Alors les cercles font à peu près la longueur de la taille de la hampe de l'hameçon. Et pour réaliser le corps, donc ici je prends une boîte à dubbing. Donc l'avantage de cette boîte, c'est qu'elle propose 12 couleurs de dubbing. Ce sont tous des dubbings naturels, donc de différents poils d'animaux. Donc par exemple, il y a du vison, du raton laveur, du rat musqué, du lièvre, de l'écureuil, enfin différentes couleurs d'écureuil, différentes couleurs de lièvre. Et alors pour la mouche que je vais monter ici, je vais utiliser du lièvre de couleur foncée. Alors j'ai pris une petite pincée de lièvre. Il faut idéalement en mettre le moins possible, de manière à ce que le corps soit assez fin. À l'aide de mon velcro, je vais encore autant que possible rendre le corps un peu plus ébouriffé et plus fin. Et maintenant, à l'aide de super glue, je vais consolider mon cerclage. Donc comme c'est un tincelle et qui est assez fragile, eh bien, je vais passer un peu de super glue dessus, de manière à ce que le cerclage soit plus solide. Un simple tincelle comme ceci, bah, c'est quand même pas ce qu'il y a de plus résistant face à des dents de truite. Donc au moins ça permettra d'avoir une mouche qui sera un peu plus durable
et d'avoir un corps légèrement brillant. Donc une fois que j'ai fait le cerclage de ma mouche, je vais repasser une seconde fois le velcro dessus. Et maintenant, je vais réaliser l'aile. Alors, avant de faire mon aile, je vais d'abord mettre un brin de Globe-Rite. Alors, ce brin de Globe-Rite, il a deux utilités. La première, c'est de séparer l'aile de la mouche en deux. Et la seconde utilité, c'est de beaucoup mieux voir votre mouche. Donc, comme vous l'avez vu, j'ai doublé le brin de Globe-Rite. Et je vais venir le poser comme ceci sur ma mouche. Et maintenant, avec du cul de canard, je vais venir réaliser l'aile. Alors, pour cette mouche, je prends du cul de canard, ce qu'on appelle sauvage. Donc, on appelle ça Wild Duck CDC. Et donc, c'est la couleur plus foncée. À savoir que l'on propose deux couleurs, du clair et du foncé. Alors, c'est à vous, en fonction du type de mouche que vous montez, d'adapter la couleur de l'aile. Et également de savoir que la couleur plus claire se verra mieux que la couleur plus foncée. Maintenant, les deux sont très importants. Donc, c'est à vous de jongler avec les deux couleurs et de voir laquelle couleur est la plus adaptée. Donc, dans le sachet de plumes, eh bien, vous allez trouver différentes tailles de plumes, des plus grandes et plus petites. En fonction de votre mouche, vous devez choisir la taille, enfin les plumes en tout cas qui vous correspondent. Ce que je fais moi d'ordinaire, c'est que je prends une bonne pincée comme ceci, que je mets devant moi, et puis je choisis dans cette pincée les plumes qui correspondent à la mouche que je veux faire. Donc là, comme j'ai une taille 14, je vais prendre quelques plumes un peu plus longues. Et si par exemple je faisais une mouche en taille 18 ou 20, je prendrais des plumes beaucoup plus courtes. Donc là, comme en fait c'est une mouche qui me sert principalement à pêcher l'eau, eh bien, je vais prendre 4 plumes parce qu'en fait elle flottera un peu mieux, un peu plus fort, un peu plus haut. Si vous souhaitez avoir une mouche qui pêche un peu plus bas dans la colonne d'eau, simplement vous mettez moins de plumes, vous en mettez 3 ou 2. Alors, ce qu'il faut faire, c'est que vous devez mettre les 4 plumes les unes sur les autres, en mettant la pointe, donc la partie supérieure de la plume, vous les mettez toutes de même niveau les unes que les autres. Et en fait, une fois que vous l'avez fait, vous allez rabattre vers l'arrière, pincer en tout cas avec votre main droite les pointes des 4 plumes, rabattre vers l'arrière les plumes et puis couper la pointe. Une fois que cela est fait, vous allez de nouveau rabattre vers l'avant toutes vos plumes et venir poser les fibres sur l'hameçon, et je vais venir les ligaturer en faisant 4 tours pour simplement les fixer sur l'hameçon, mais je n'en fais pas beaucoup plus pour ne pas donner trop d'épaisseur à ma mouche. Et puis je viens séparer les ailes. Donc à l'aide de ma soie de montage, je fais simplement un 8 pour séparer les ailes de la mouche. Puis je rabats mon Globe-Rite orange vers l'avant et je forme la tête de ma mouche. Et je termine en faisant un nœud final. Donc la mouche est terminée, maintenant il n'y a plus qu'à simplement à recouper le morceau de Globe-Rite. Alors plus vous le faites long, mieux la mouche se verra. Maintenant plus vous le faites long, plus également le spot orange pourrait être visible du poisson. C'est bien de faire la mouche aussi sans spot pour vraiment les conditions très compliquées où les poissons sont vraiment très hésitants. Là je l'ai fait à peu près de 5 mm, mais vous pouvez en faire des plus longs et des plus courts. Une fois que cela est fait, je vais juste mettre un point de super glue sur la tête de ma mouche pour éviter que tout ça se démonte. Et cette mouche est finie. Ce qui est bien avec ce modèle de mouche, c'est que c'est une mouche très polyvalente. Maintenant, je vous conseille de la décliner. Là, je l'ai fait en plus foncé. Vous pouvez la faire également en plus clair. Donc, simplement, vous passez de ce cul de canard-ci à ce cul de canard-là. Et au niveau des dubbings, vous prenez un dubbing naturel, plus clair pour faire le corps. Donc, vous faites un modèle clair et un modèle foncé. Avec ça, vous avez déjà beaucoup. La seconde éphémère qu'on va monter, donc c'est ce qu'on appelle une olive. Donc, c'est assez simple. Donc, c'est toujours avec ma soie de montage noire sur un TE15 en taille 14. Donc, comme sur la mouche précédente, je vais venir poser des cercles, toujours avec le même pardot. Comme sur la mouche précédente, les cercles font à peu près la longueur de la hampe de l'hameçon. Donc je laisse 3 mm au niveau de la hampe de ma mouche pour venir poser un substitut de Condor. Alors ici pour la mouche, j'ai pris la couleur Light Olive. De nouveau, il y a pas mal de couleurs disponibles dans la gamme et vous devez adapter
la couleur du corps aux mouches que vous trouvez chez vous. Donc là, je viens poser mon substitut. Une fois que le sous-corps est fait, je vais venir mettre de la super glue sur ma soie de montage pour bien consolider le kill. Et je viens en spire jointive réaliser le corps avec mon substitut olive. Donc comme vous le voyez, c'est un corps qui est très fin. Et sur le thorax de la mouche, je vais venir mettre du dubbing. Alors ici, je vais prendre du lièvre clair. De nouveau en très petite quantité. Et que je vais ébouriffer. Je vais de nouveau prendre un morceau de Globrite orange. Maintenant, je vais venir prendre du cul de canard clair. Donc de nouveau, je vais prendre une petite poignée de plumes et je vais sélectionner la taille qui me correspond. Donc de nouveau, comme c'est une mouche hameçon de 14, je vais prendre les plumes les plus grandes. Et si on était sur une mouche de taille plus petite, donc 16, 18, 20, je prendrais des plumes beaucoup plus petites. Voilà, je viens poser les 4 plumes sur mon hameçon. Je coupe l'excédent. Et comme sur la mouche précédente, je vais séparer l'aile en deux. Donc il faut veiller à faire deux ailes avec la même quantité de cul de canard de part et d'autre. Et puis je viens mettre mon Globrite entre les deux et je viens réaliser la tête de ma mouche. Et je réalise le nœud final. Alors il faut savoir qu'au niveau des olives, il y a beaucoup de variantes de couleurs olives et que c'est à vous de regarder au niveau des couleurs disponibles, au niveau des plumes, de regarder la couleur qui correspond le plus aux insectes que vous trouvez sur vos rivières. Et je viens poser un point de super glue sur ma tête pour consolider le tout. La mouche est terminée, donc on a monté 2 modèles d'éphémères et maintenant on va passer au sedge. Le premier sedge qu'on va monter, c'est un sedge avec du flanc de canne. Donc je vais d'abord réaliser mon sous-corps. Donc ici j'ai utilisé une soie de montage Olive Dunn. Donc toutes les mouches que je fais sont en taille 8-0 au niveau de la soie de montage. Et le corps, je vais le réaliser donc avec du Master Dub. Et la couleur c'est Olive Brown. Donc je vais faire un corps qui va être très fin. C'est l'avantage de ce dubbing, c'est qu'il permet de faire des dubbings très serrés, donc de faire des corps très fins. Et maintenant, je vais venir réaliser 2 ailes, donc avec du flanc de canne. Alors, ce qui est important pour les ailes, c'est donc comme au niveau du cul de canard, vous mettez quelques plumes devant vous et vous triez pour trouver 2 plumes à peu près équivalentes au niveau de la taille et de la couleur. Alors, une fois que vous avez vos 2 plumes, vous devez retirer toute la partie plus dufteuse qui ne vous sert pas et ne garder que la pointe. Et alors, je vais venir poser mes 2 ailes, l'une après l'autre. Ce qui est important au moment où vous les posez, c'est d'essayer de les bien mettre 2 plumes de même longueur et qu'elles se mettent bien sur l'hameçon. Et ce qui est important, c'est de laisser quelques millimètres à l'avant des plumes pour pouvoir venir mettre un hacle devant. Donc, soit vous mettez les 2 plumes ensemble et vous venez
les présenter sur l'hameçon et puis les ligaturer. Moi personnellement je préfère les mettre l'une après l'autre, mais ça c'est à vous de voir la manière qui vous correspond le mieux. Pour réaliser le hacle de la mouche, donc je vais prendre du cul de canard, donc toujours le cul de canard sauvage de couleur claire pour être assorti à la plume de flanc de canne qui est claire. De nouveau, si vous avez une plume de flanc de canne qui est foncée, mettez une plume de cul de canard foncé à l'avant de la mouche. Pour réaliser le hacle, je vais prendre 2 plumes. Alors je prends des plumes assez courtes, parce qu'en fait plus elles sont courtes, plus le rachis est fin. Et en fait je viens déposer sur l'hameçon les 2 plumes que je viens ligaturer. Et je vais venir les tourner autour de l'hameçon. Et vous verrez qu'en fait avec des plumes plus courtes, mais comme le rachis est plus fin, c'est beaucoup plus propre au niveau du montage. Donc je vais rabattre toutes les fibres à chaque tour vers l'arrière. Je viens fixer mes 2 plumes. Je coupe l'excédent, donc à savoir le rachis, et je viens réaliser ma tête. Je fais mon nœud final. Et je viens mettre un point de super glue. Voilà, alors moi personnellement, je laisse les fibres des plumes assez longues parce que je trouve que je préfère, c'est un peu plus long, c'est plus vivant. Sur l'eau, ça fera un peu plus de mouvement. Maintenant, si vous souhaitez plus de rigidité au niveau du hacle, il y a aussi également une possibilité, c'est qu'au niveau des plumes que vous prenez, en fait, vous les coupez avant de les enrouler. Donc, vos plumes que vous rabattez du coup vers l'arrière, toutes les fibres. Et à l'aide d'une paire de ciseaux, vous recoupez les pointes, comme ceci. Et donc vous aurez sur votre mouche un hacle qui sera beaucoup plus rigide. Alors pour certainement pêcher les courants, c'est peut-être un peu mieux parce que ça flotte un peu plus haut. Pour pêcher les plats, moi je préfère la version que je fais. Alors j'utilise quasiment que la version que je vous ai présentée, mais j'ai pas mal de copains qui la recoupent la plume et qui ont également de bons résultats. Donc je pense que c'est adapté en fonction également de ce que vous souhaitez. Le sedge suivant, donc je le monte toujours avec la même soie de montage, donc qui est Olive Dunn. Je vais jusqu'à l'arrière de ma hampe de mon hameçon. Et là, je repasse sur le cul de canard plus foncé. Donc si vous l'avez compris, on a un sedge clair et un sedge foncé. Pareil pour l'éphémère. Comme vous l'aurez remarqué, ce sont des mouches assez polyvalentes et qui fonctionnent en général partout. Donc ici, je vais attacher une plume de cul de canard à l'arrière de ma mouche et je vais venir l'enrouler autour du corps. Je vais venir l'enrouler pour former le corps de mon sedge. Donc, le corps, il est réalisé. Comme vous le voyez, quand j'ai tourné la plume autour de l'hameçon, il y a quelques fibres qui ont été se mettre vers l'arrière. Vous les laissez, c'est bien, ça donnera un peu de vie à votre mouche. Maintenant, je vais prendre 2 plumes de cul de canard. Donc cette fois-ci, je laisse le rachis de la plume et je vais venir poser les 2 plumes sur l'hameçon, comme ceci. Et je coupe le surplus à l'avant de ma mouche. Je vais reprendre du Globe-Rite orange fluo. Alors sur les mouches foncées, c'est pas plus mal de mettre une touche de luminosité parce qu'en fait c'est les mouches qui se voient le moins. Et si vous avez un contre-jour, simplement vous ne voyez pas votre mouche. Donc voilà, je vais mettre un point orange fluo dessus. Et maintenant je vais venir réaliser un hacle avec du cul de canard. Pour ce faire, je prends 2 plumes que je superpose l'une sur l'autre et à l'aide d'une pince à cul de canard, je vais venir emprisonner les fibres dans la pince et couper au niveau du rachis. Maintenant, avec une aiguille, je vais fendre ma soie de montage en 2 et je viens glisser le cul de canard dans ma soie de montage. Je vrille le tout et je vais réaliser mon hacle. Et à chaque tour de ma soie de montage, je vais rabattre les fibres vers l'arrière et je réalise mon nœud final.
Pour réaliser un loop comme je viens de le faire, donc on propose deux types de soie de montage, la marque Uni, la marque UTC. Alors moi j'ai l'habitude depuis très longtemps avec Uni et comme vous le voyez pour moi ça va tout seul. Maintenant il est vrai que la soie de montage UTC est une soie de montage qui est plate alors que la Uni est ronde et le plat est beaucoup plus facile à fendre et à utiliser pour faire un loop. Donc moi je vous propose d'essayer les deux, de voir lequel vous convient le mieux. Mais il est vrai que l'UTC est beaucoup plus facile pour ça. Alors contrairement à l'autre sedge, c'est une mouche qui flotte un peu plus haut sur l'eau et qui va se sécher un peu plus facilement. Donc moi c'est une mouche que j'utilise un peu plus dans les courants, dans les zones un peu plus rapides. L'autre également, mais si j'ai une zone plate, je vais plutôt préférer l'autre sedge, celle-ci dans les zones un peu plus rapides. Celle-ci je l'utilise également comme indicateur lorsque je pêche en tandem, donc avec une sèche et une nymphe. Maintenant, les deux sets, je les ai déclinés en clair et en foncé. La cinquième et dernière mouche que l'on va monter, c'est un plécoptère. Alors, là où on a pêché, il y en a beaucoup qui éclosent. Il n'y en a pas partout. Alors, il y a aussi beaucoup d'endroits où il y en a des très grosses, donc des mouches qui font 3, 4, 5 cm. Ici, ce n'est pas le cas, c'est un petit plécoptère. Alors, je vais le faire de couleur noire. Pour le réaliser, c'est assez simple. Je fais un sous-corps en soie de montage. À l'aide de substituts de condor noir, je vais réaliser le corps de ma mouche. Je reviens à l'avant de ma mouche. Le sous-corps, je passe un peu de super glue dessus pour consolider le kill que je vais venir enrouler. C'est important de faire un corps vraiment très très fin parce que c'est des mouches qui ont un corps tout fin. C'est souvent des mouches longues et très fines. Alors, l'aile de ma mouche, je vais le réaliser avec du cul de canard foncé. Je vais superposer deux plumes et venir les mettre à plat sur la mouche. C'est important de mettre vraiment l'aile bien plate. Je coupe l'excédent. Alors, maintenant, je vais prendre une soie de montage. Alors, je vais faire ce qu'on appelle un paraloop. Donc, pour réaliser le paraloop, il me faut une soie de montage plus épaisse. Donc là, ici, je prends de l'UTC en taille 280. Donc, c'est le plus épais qui existe chez UTC. Normalement, c'est pour réaliser des mouches à brochet. Vous allez comprendre le pourquoi j'utilise ça plus tard dans la vidéo. Je vais prendre un hacle de saddle noir. Je viens attacher ma plume. Et je reviens à l'avant de ma mouche. Maintenant, je vais tenir dans ma main droite la soie de montage et je viens enrouler avec ma main gauche la plume sur la soie de montage. Et j'essaye de faire une dizaine de tours. Et je viens fixer ma plume. Maintenant, je vais rabattre toutes les fibres de coque vers l'arrière et je rabats également mon paraloop. Donc, la raison pour laquelle je prends une soie de montage plus épaisse, c'est pour avoir quelque chose de plus solide. Là, j'emprisonne bien la soie de montage UTC et je réalise la tête de ma mouche. Avec ma super glue, je vais retirer au maximum de la super glue de mon pinceau. Je fais juste un point sur la tête et sur le bas de la mouche. Je viens de nouveau remettre ici un tout petit peu de super glue. Alors très peu pour ne pas que la super glue aille se mettre dans les fibres de coque, mais suffisamment pour que la mouche soit vraiment solide. Et la super glue apportera un tout petit peu de brillance. Donc en fait c'est une mouche dont le corps doit être très fin. C'est une mouche qui, si vous la regardez, c'est vraiment comme une aiguille en fin de compte. C'est pour ça que certains appellent même ces mouches-là des aiguilles. Il faut vraiment que ce soit très fin avec le moins de hacle possible. Alors moi, je préfère le faire en paraloop de manière à ce que ça flotte très bas sur l'eau. C'est pas une mouche que vous voyez spécialement bien. C'est plutôt une mouche moi que j'utilise dans des zones plus lentes parce que dans les courants on la voit pas. Et que si on rajoute souvent un indicateur,
un signal dessus, elle fonctionne moins. Donc vraiment voilà, elle est comme ça très épurée et je pêche au maximum les zones plus lentes avec. Donc on a fait le tour de 5 modèles de mouches sèches passe-partout. Donc comme j'ai bien expliqué, adaptez-les vraiment aux conditions de pêche que vous avez chez vous, donc au niveau des tailles et des couleurs. Et je vous souhaite bonne pêche avec ces 5 mouches.